Je m'appelle Claire Rosard. C'est un peu une nouvelle vie pour moi en fait. J'ai eu plusieurs vies. Et allez, si je dois commencer par une étiquette, on va dire que j'ai un espèce de couteau suisse qui tourne autour de la coopération. Je fais de la recherche, pas mal. Je facilite aussi. Et je travaille beaucoup avec les outils d'intelligence collective, mais pas que. Et j'accompagne des groupes. Donc je peux faire aussi bien de l'accompagnement que de la formation, que de la recherche, que du tutorat aussi. Et ma boucle systémique là-dedans, en fait, enfin ma propre systémique là-dedans, j'ai besoin d'à peu près tout ça, en fait. C'est ma danse à moi. J'ai besoin pour coopérer, des fois de développer des outils où je vois des choses qui manquent, j'ai des intuitions sur certaines choses, et donc je les monte en recherche, je les monte sur la paillasse, et puis j'essaye. En fait, je vais au bout de mes intuitions, j'essaye de créer des outils avec, je les redescends sur le terrain, j'essaye. Et quand ça marche, c'est bien, je peaufine l'outil, je transmets, et ça donne de la formation, ou des livres. Et quand ça fonctionne pas, ça remonte en paillasse de recherche, etc., etc. Des fois c'est seul, des fois c'est avec des collègues. Voilà, ça c'est un petit peu ma systémique d'aujourd'hui. Et comment j'en suis arrivée là ? Ça a été un chemin pas du tout prémédité en fait. Il y a quelques années, à peu près 5 ans et demi, 6 ans peut-être maintenant, j'ai eu un dommage cérébral. Enfin, j'ai eu une année avec un peu complexe, avec ce que j'appelle aujourd'hui un fabuleux drame. Où il s'est passé vraiment beaucoup de choses, où j'ai perdu dans la même année mes attachements matériels, j'ai perdu ma mémoire d'apprentissage. Voilà, il s'est passé pas mal de choses. J'ai eu un dommage cérébral en fait qui m'a justement fait perdre ma mémoire d'apprentissage, et puis un sinistre de maison qui m'a fait perdre tous mes attachements matériels, mon foyer, etc. Donc c'était une espèce de reset total, une décroissance totale, quasi du jour au lendemain, avec aucune possibilité de me refaire socialement. Parce que j'avais ma boîte avant et que du coup, moi, j'avais pas droit au chômage. Me former, en fait, je pouvais plus faire le travail d'avant, puisque mon cerveau avait emmené tout ça avec. Mais aucune possibilité de me former parce que j'avais pas cotisé, parce que, enfin voilà, je me retrouvais vraiment dans une espèce d'imbroglio social compliqué. Et là, pendant 5 mois, en fait, on a été... Alors, on n'a jamais dormi dehors, mais avec mon fils, on a été SDF. En fait, on a tourné chez les potes, à l'hôtel. Ça a été assez compliqué. Et c'est une période qui m'a laissé pas mal de traces que j'emmène aujourd'hui, en fait, dans ce que je fais. Et surtout, je pense, la force avec laquelle je le fais, en fait. Parce que des fois, je vais jusqu'à l'épuisement, et je pense que ça vient de là, en fait. Pendant cette période-là, il s'est passé quelque chose d'important. Il s'est passé que on a eu un réseau d'amis, de connaissances qui s'est mobilisé, et 5 mois c'est très long en fait, et on n'a jamais été lâchés. Ils sont mobilisés de fou, enfin il y a vraiment eu des trucs. Moi je pouvais pas pleurer, tous les jours j'étais au front, je devais reprendre la journée, remettre les choses debout, refaire mon cerveau, et me refaire socialement, et me refaire un boulot, nous retrouver une maison alors qu'on ne pouvait pas en avoir. Enfin, c'était vraiment un combat. Et moi, comme je devais être une lionne, je ne pouvais pas pleurer. Et il s'est passé tout ça autour de moi. Les gens pleuraient pour moi. Mes larmes à moi étaient dans les yeux des autres. Mes peurs à moi étaient dans les mains des autres, etc. Et ça a été vraiment une expérience tellement irréversible, tellement belle. Et au milieu de cette expérience tellement belle, où a priori il y avait tout pour que tout redémarre et tout fleurisse bien, et que finalement ce drame ne soit qu'une petite passade, eh bien, il y avait le fait de se refaire une place sociale, c'est-à-dire au moins commencer par avoir un logement. Et ça a été un chemin du combattant, en fait. Et là, encore une fois, mes larmes étaient ou même pas, ou des larmes d'impuissance étaient dans les yeux des autres. Et vraiment, ça m'a amenée ici, en fait. C'est-à-dire que j'allais voir des assistantes sociales, j'allais voir les HLM, j'allais voir des agences. Tout notre réseau s'était cotisé, on avait de quoi payer 1 an de loyer comme ça. Et malgré tout, parce qu'on rentrait pas dans les cases, parce que je rentrais pas dans les cases, parce que pas de boulot, mais en même temps handicapée, mais pas encore en reconnaissance d'handicap. Enfin, j'étais dans une espèce de no man's land social où les humains que je rencontrais avaient ce qu'il fallait entre les mains pour qu'on soit relogés, et en pleurait de colère et de rage, et on en pleurait ensemble.
Ils ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas les bonnes cases. Ils ne pouvaient pas cocher une case. Et à cause d'une case, on ne pouvait pas. Et là, je me suis dit, mais ce jeu social qu'on s'est construit, il est drôlement violent quand même. Pour que les humains veuillent, mais que ça ne soit pas possible parce que, informatiquement, on ne peut pas cocher une case. Et ça, vraiment, ça a été encore une fois, une expérience irréversible dans mon expérience. Et à partir de là, je me suis dit, mais je ne peux plus nourrir ce schéma social. C'est pas possible. Je vois, maintenant que j'en suis sortie, je vois à quel point il peut être violent et à quel point on peut faire autre chose, parce que les beaux humains qui ont envie de faire autre chose, ils sont là en fait. Ils sont juste là, ils sont derrière la case en fait, derrière la case à cocher. Et donc moi, ça m'a mis beaucoup en créativité et je pense que ça m'aide beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'autre chose est possible et je pense qu'il faut remettre en route du rêve à partir de là, de la créativité et puis remettre nos envies et nos humanités au centre, etc. Ça, c'est ce qui m'attire dans la transition et le fait que mon métier s'opère là-dessus. Maintenant, il y a tout l'autre volet qui est justement l'intelligence collective, etc. Ça, c'est venu un peu autrement. Au départ, j'ai pas eu le droit de bosser pendant tout un temps, qui a été long, hein, ça a été à peu près 2 ans, pendant lesquels j'ai fait beaucoup de... Enfin voilà, c'était surtout des rendez-vous médicaux beaucoup, c'était... comment ça s'appelle les gens qui zozotent, on les envoie chez des... Oui, c'est ça, c'était de l'orthophonie sans arrêt pour récupérer une façon de fonctionner, parce qu'aujourd'hui, ma mémoire est toujours... j'ai extrêmement peu de mémoire d'apprentissage, et donc j'ai une charge mentale qui vient pour un rien, en fait. Un oiseau qui passe dans le ciel, boum, ma charge mentale, elle explose, en fait. Et donc, du coup, voilà, il faut apprendre à gérer ça et à revivre avec ça. Et comme j'avais très peur de ne pas y arriver, de perdre le lien social, j'ai fait énormément d'associatifs. Mais énormément. J'étais ultra investie. Et puis, comme j'avais du temps, et puis comme j'avais envie, et puis comme ça me faisait du bien, assez vite, j'ai pris des projets en main, on m'a confié des groupes, etc. Et ça me plaisait bien. Mais comme moi, je savais rien. Parce que moi, clairement, j'ai pas eu le temps de tout réapprendre. Il y a des tas de logiques qui m'échappaient parce que c'était plus dans ma tête. Et voilà. Et du coup, en fait, il fallait que je trouve le moyen de faire émerger les choses du groupe. Et c'est venu aussi d'une pudeur, en fait. Moi, je n'osais pas dire ce qui m'était arrivé. Et je travaillais très fort pour que ça se voit pas. Et encore aujourd'hui, je travaille très fort pour que ça se voit pas. Et j'y arrive plutôt pas mal, en fait. Et du coup, personne ou quasi savait pour ma mémoire, en fait. Et donc, du coup, je travaillais encore plus fort à ce que ça émerge d'eux. Pour moi, il y avait un enjeu. Parce que sinon, j'allais être découverte dans le fait qu'en fait, j'étais plus personne et que je savais rien. Et cet enjeu-là, en fait, il m'a forcée à être ultra créative. Et donc, du coup, j'ai commencé à inventer des processus pour que les questions, les projets qu'on essayait de malaxer, là, de faire en sorte que les humains créatifs dessus, enfin, les humains du groupe créatifs dessus, et qu'ils en sortent quelque chose. Et ces processus, en fait, on m'a assez vite... Ça marchait plutôt pas mal, en fait. Et oui, alors aussi, c'était important pour moi qu'il y ait de la joie, donc qu'on s'amuse, que ça passe par le jeu, que ce soit relativement court, qu'on se mette pas des injonctions de réussite non plus. Enfin, voilà. J'emmenais aussi un petit peu de mon traumatisme là-dedans, en me disant, moi, j'ai envie de vivre autre chose. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que ça naisse au sein des groupes. Et ça marchait pas mal, on se marrait bien. Il y avait pas mal de choses qui sortaient, c'était plutôt bien. Et du coup, assez vite, on m'a dit, mais Claire, ce serait pas mal si tu pouvais former sur ce truc que tu fais et tout. Ça me plaisait bien aussi, j'avais envie d'y aller, donc du coup, je l'ai fait. On l'a fait avec un collègue la première fois. Et puis, pendant cette formation, quelqu'un est venu me taper sur l'épaule et m'a dit, mais hé Claire, ça existe en fait, ce que tu fais, ça a un nom. Ça s'appelle l'intelligence collective. Et là, je m'en marre encore aujourd'hui, en fait. Hein. J'ai eu 2 grosses émotions qui sont montées en moi, mais 2 grosses émotions. Hein. Une, c'était « Waouh, ça veut dire que j'ai des pairs P-A-I-R-S, ça veut dire que j'ai des potes avec qui je vais pouvoir parler le même langage, et ça veue dire que je peux encore apprendre sur ce truc qui me fait kiffer et tout. » Et je me suis dit « Waouh, trop cool !» Et en même temps, en moi, il y avait un autre truc qui montait où j'étais trop vexée, où je me disais « Merde, je croyais que j'avais inventé un truc super. » Bah, pas du tout. Et j'étais trop vexée. Enfin voilà. Et donc je suis arrivée comme ça dans ce truc d'intelligence collective. Et puis là, à ce moment-là, j'ai eu un gros complexe de l'imposteur parce que je me suis dit, nom de Dieu, je donne des formations à un truc où moi-même je ne suis pas formée. Il faut quand même que j'aille vérifier que je ne fais pas n'importe quoi. Et là, je me suis retrouvée devant un autre problème. J'avais pas d'argent, moi, pour former, en fait. Hein. Entre-temps, aussi, j'ai été couverte par le RSA, puisque du coup, après 1 milliard de démarches, j'avais réussi à faire ça, et à rentrer dans cette case.
Et, euh, et du coup, ben pour moi, pareil, je me suis demandé, merde, comment est-ce que je vais faire? Parce que clairement, j'ai besoin, je peux pas continuer ce chemin. Il me plaît, je veux continuer ce chemin-là. Il a du sens. En plus, je le faisais de façon non monétaire, ça avait du sens. Et du coup, je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir me former. Et là a commencé autre chose que j'utilise aujourd'hui, parce qu'en fait, ce bug de cerveau, en fait, et toute la créativité que j'ai dû mettre au service de ça, ça a donné des processus pour moi. J'ai été obligée d'être ma propre ingénieure, en fait, d'inventer mon ingénierie de comment je fonctionne alors que je peux rien retenir, ou que c'est compliqué, que des fois j'oublie même des demi-journées. Enfin, comment je peux retravailler à partir de là. Et du coup, ben, j'ai été ultra créative et je me suis dit, ben, si je ne peux pas me former, ben, je vais créer des groupes quand je sens un truc et que j'ai envie de me former, des espèces de groupes de recherche-action, en fait, aujourd'hui je sais que ça s'appelle comme ça, mais des groupes où je dis, ben voilà, j'ai l'intuition, j'ai envie de vous accompagner là-dessus, ou de former là-dessus, ou d'accompagner ça, mais je suis moi-même en chemin, etc. Et je me suis jetée à l'eau et c'était extrêmement formateur. Mais vraiment, mais extrêmement formateur, parce que du coup, j'avais du feedback. Ça me coûtait pas d'argent. En même temps que j'apportais, ben je recevais autant en fait. C'est-à-dire que j'accompagnais des groupes et des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas, j'avais du feedback. Quand ça fonctionnait, c'était super pour eux parce que de façon non monétaire, ils avaient eu quelque chose dont ils avaient envie, etc. Et donc du coup, ça m'a offert une grande liberté ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai poussé dans le sens de ma pousse et dans la temporalité de ma pousse. Et pour moi, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas envie de perdre et j'ai envie de laisser un tas de phéromones partout là-dessus sur comment c'est possible en fait. Parce que en bossant dans le milieu de la transition, j'arrête pas de rencontrer des gens qui sont eux-mêmes en transition et qui sont en train de travailler à leur propre pouce, mais avec beaucoup plus de labeur. Parce qu'il n'y a pas cette espèce d'autorisation de t'as pas le droit de bosser, donc bah occupe-toi bien comme tu veux en fait. Et, euh, et peut-être pas aussi poussé par un drame qui fait qu'il faut aller vite et puis il faut se remettre debout, etc. etc. Et du coup, ben, il y a des ingénieries qui permettent d'y aller assez, alors peut-être pas confortablement, mais en tout cas assez, assez vite, et surtout en étant très très aligné avec soi-même. Et là-dedans, il y a un truc que j'adore, c'est que à force d'avoir suivi mon intuition, mon flux, de m'être formée non pas à partir de théories préexistantes, mais à partir de ce que je sens, et ensuite d'aller nourrir ce que je sens à partir d'autres théories, moi ça m'a fait devenir chercheuse en fait. Et en l'espace de 5 ans, ou même 4 ans on peut dire, ben, je suis devenue chercheuse. C'était un des grands rêves de ma vie, et là je ne l'ai pas cherché pour le coup. Je ne pensais pas y arriver, et encore moins avec un cerveau cramé en fait. Et, euh, et là, non seulement je suis chercheuse, je suis reconnue, je suis aimée pour mon boulot, je suis encouragée dans mon boulot. Je vais éditer l'année prochaine, ça s'est fait, mais comme ça, en fait, j'ai pas eu à chercher d'éditeur. Enfin, tout cool, en fait, tout cool. C'est-à-dire que je me suis juste vraiment individuée. Je travaille là où je suis bonne, là où ça me fait plaisir, là où ça me nourrit. Et puis, du coup, ben, le reste, ça suit. Alors, peut-être que ce sera pas toujours comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment la leçon de c'est possible et de s'aligner et d'avoir une place sociétale, en fait. Et cette place-là, elle n'existait pas avant, en fait. Clairement, je l'ai fabriquée de toutes pièces. Et il y a aussi un truc que je trouve important sur ce chemin-là, c'est que j'ai eu mais tellement de chance d'avoir des regards magnifiants sur moi. Mais d'avoir des gens qui me disaient, mais Claire, ça m'inspire de trop ce que tu fais, ça m'inspire, etc. Parce que moi, j'ai rencontré plein de phases où je me disais, à chaque fois, gros syndrome de l'imposteur, en fait, de me dire, mais vu que je me fais plaisir, et ça c'est vraiment tellement inculte, enfin c'est quelque chose qu'on porte en nous, vu que ça me fait plaisir, c'est pas du travail, enfin voilà, vu que je génère pas de l'argent, c'est pas utile, enfin bref, je suis passée par ces phases-là, et si je n'avais pas eu ces regards-là, j'aurais pas, j'aurais pas développé tout ce qu'il y a là, je serais pas allée au bout de mes intuitions, mais c'est bien parce que j'ai eu et des collègues, et des amis, et des amoureux qui ont su poser ce regard-là sur moi, en fait, de me dire non, non, c'est super, hein, mais creuse, creuse, c'est trop inspirant ce que tu fais. J'ai des amis qui m'ont aidé matériellement aussi pour que ce soit plus facile pour y aller. Enfin, et c'est un chemin de malade. C'est vraiment un chemin de malade. Et aujourd'hui, moi, je sens que j'ai envie de. J'ai eu cette chance-là et j'ai envie de passer le relais, en fait. J'ai envie de composter ça, en fait. Je trouve juste que j'ai vécu une aventure de fou. Et que là-dedans, il y a plein de billes pour plein de monde, en fait. Et du coup, c'est ça qui me pousse aussi à processer les choses et à mettre des process dessus et à faire un bouquin et à utiliser plusieurs façons de transmettre les choses et d'accompagner. C'est pour ça que tu es ici, du coup. Oui,
Ça, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu plus personnel qui se joue, où je me suis demandé pourquoi, parce que moi, c'est le collectif qui m'attire, en fait. Hein. Je pourrais, à partir de l'intention, je pourrais aller faire du développement personnel, mais ça ne m'attire pas du tout, le développement personnel. Au contraire, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment le collectif qui m'attire. Donc je me suis vraiment posé la question de pourquoi, et je peux être en manque de collectif en fait. Hein. Je sais pas, un confinement va me créer un gros manque de collectif et j'ai besoin de ça. Je pense aujourd'hui que c'est parce que, enfin pour deux choses, c'est assez personnel. Hein. J'ai été élevée en famille nombreuse. Mais assez vite, ma famille s'est délitée, enfin voilà, et aujourd'hui, j'ai plus de famille. Mais par contre, j'ai quand même grandi dans un espace que j'ai vraiment aimé, dans lequel j'ai été heureuse, petite fille, où le groupe était là, avec une maman très aimante qui vraiment avait envie de m'individuer, c'est-à-dire j'avais le droit d'être la petite fille que j'étais et de grandir dans ce que j'étais. Et ça, cet amour-là, je l'ai emmené, et c'est ça, hein, l'individuation d'aujourd'hui, c'est ça, je sais à quel point un humain aimé, et quand on pose un regard magnifiant sur lui, à quel point il peut devenir et heureux et la plus belle personne du monde, en fait. Mais c'est ce regard, en fait, qui fait pousser ça. Et donc, du coup... ben, le fait de plus avoir de famille, enfin, c'est un truc que j'ai couru après ça toute ma vie, en fait. L'envie de refaire une famille, de fonder une famille, et puis bah, je sais pas trop pourquoi, mais ça marche pas. Et je crois que je retrouve ça dans le collectif, en fait, ce sentiment d'avoir une famille. Et c'est peut-être pour ça que cette intention sociale, je la vois, en fait. Parce que sans doute que c'est la mienne, en fait, d'intention profonde, en fait, dans un collectif. C'est le voyage social qui est fait, en fait. Et comment ce voyage social, il individue chaque personne de ce groupe, en fait. Ben, je pense que c'est très relié à mon enfance, en fait, hein, tout simplement, voilà, de faire un voyage social qui était beau, rassurant, aimant, et qui m'autorisait à être la petite fille que je voulais, quoi. J'étais une Jane qui grimpait dans les arbres, j'étais livrée à moi tout le temps, je pouvais faire ce que je voulais, enfin, j'avais toute la confiance du monde, enfin, c'était vraiment très, très, très aidant, et je pense que c'est ce que j'emmène aujourd'hui. Et donc, du coup, ben, moi, je pense que c'est ça qui m'attire dans le collectif. Et sans doute que c'est Je parle beaucoup d'amour, en fait, dans mes accompagnements, même si ça peut paraître un peu perché. Mais moi, je sais que c'est l'amour qui m'a conduit à pouvoir me réaliser aujourd'hui. Si j'ai pu être résiliente alors que tout se cassait la gueule dans ma vie et que vraiment tout était là pour que j'arrive pas à me relever, si j'ai pu être résiliente à ce point, c'est bien parce que l'amour a été là. Encore une fois, un collectif s'est créé autour de moi, mais en même temps, j'ai pu piocher dans mon enfance, en fait, cette résilience qu'on m'avait appris à travers l'amour, etc. Et puis, bah, forcément, à force de passer par là et de voir à quel point c'est aidant dans une vie, à quel point c'est réalisant dans une vie, bah, j'ai envie que ça existe. Pour moi, je crois en tout premier, pour le monde, pour les autres. Et c'est ça qui fait que j'y crois, surtout. Je pense que c'est ça. Peut-être que quand j'aurai 80 ans, je dirai encore autre chose, mais aujourd'hui, de la focale que j'ai, je pense que c'est ça qui m'amène dans le groupe, vers le groupe et à faire pousser des groupes. Et aussi parce que, à plein d'humains, il y a des tas de choses qui sont possibles. Beaucoup plus compliquées quand on est tout seul. Si j'avais été seule au moment de mon fabuleux drame, là, j'aurais pas survécu, c'est sûr que j'aurais pas survécu. C'était vraiment pas humain ce qui m'arrivait, c'était trop dur en fait. Mais là, ça fait partie des meilleurs souvenirs de ma vie, en fait. Je me réveillais la nuit, comme la journée je pouvais pas pleurer, la nuit, je faisais des cauchemars dans lesquels je pleurais, donc je me réveillais en pleurant, et il me fallait juste une respiration pour me dire « Ouah, la vache, mais non, mais je suis trop heureuse, en fait, mon fils est à côté de moi, mes amis sont autour de moi, je suis dans une maison qui a envie de me faire du bien. » Tout est là, en fait. Et moi, dans un collectif qui fonctionne, c'est ce que je ressens. En fait, tout est là. Juste tout est là. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a oublié. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut qu'on aille retrouver. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas tout un pataquès de gouvernance, de je sais pas quoi. C'est une question d'humains qui se rencontrent et qui se réalisent. Et ils se réalisent pas parce qu'ils se sont rencontrés et que ça fait une opportunité de réussir à se réaliser mieux. Ça, c'est ce qu'on a dépassé pour moi. Ça, c'est tous les réflexes productivistes, opportunistes qu'on a, etc. Si on peut se réaliser quand on se rencontre, c'est parce que je te vois, je t'aime, j'ai envie que tu sois heureux et j'ai envie de te donner ce que j'ai dans mes poches pour que tu puisses te réaliser. Et quand ça tourne comme ça, en fait, mais là, on a un collectif de fous. On a un collectif de fous où l'humain peut que grandir, en fait. Moi, c'est ça, c'est ce monde-là que j'ai envie de vivre, en fait. Alors, je le vis. J'attends pas qu'il arrive. Je le fais, et puis j'essaye de donner ces billes-là à d'autres où j'ai l'impression qu'ils ont envie de toucher la même chose. Et pour l'instant, ça le fait plutôt pas mal, et c'est plaisant. Pendant ce temps où j'ai eu à me refabriquer moi-même à partir de mes rêves, à partir de etc.
Euh, j'ai dû rester, mais mordicus, accrochée à mes intentions, en fait. Mais mordicus. Quand ça n'allait pas, quand on me refusait de travailler, quand... Enfin, voilà. Quand je pouvais pas me former, j'ai dû vraiment rester accrochée à ça, me dire non, non, non. Je sens que là, il y a quelque chose, il faut que j'aille jusque-là parce que je sens que une autre façon de faire société m'attend au bout, je sens que je peux participer à ce truc-là, je sens que, etc. Et moi, j'ai commencé à poser des intentions pour moi, en fait, fortement. Et le deuxième déclencheur, c'était que la magie de perdre des savoirs, c'est aussi perdre des croyances. Parce que, en tout cas, moi, dans mon histoire ou dans comment je suis fabriquée, je me suis rendu compte que je suis revenue de ça sans croyance au départ, ou en tout cas, beaucoup de mes anciennes croyances étaient tombées. Et ça, pour le coup, je m'en souvenais de mes croyances. Je me disais, c'est fou, comment est-ce que je pouvais penser ça, alors qu'aujourd'hui, je vois que ça n'a aucun sens. Et des choses qui me paraissaient très très bizarres aussi. La politesse, ça me paraissait bizarre. Enfin, il y avait des tas de conventions qui me paraissaient vraiment très... Je goûtais pas la systémique de ce truc-là, je voyais pas trop. Et puis je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, il y avait tellement de choses qui étaient basées sur des croyances. Et quand j'ai accompagné les groupes, je me rendais compte aussi à quel point des choses étaient en sens inverse en fait, mais vraiment en sens inverse de ce qu'on croyait impulser, du genre des gens qui créaient un groupe ou un projet pour pouvoir servir quelque chose qui appartient à leur rêve et qui finalement se retrouvaient complètement esclaves d'un projet avec tout un pataquès autour de on a créé une gouvernance, on a créé ci, on a créé ça, et qui se retrouvaient enfermés dans un truc qui à la base était juste la concrétisation de leur rêve. Enfin, tous ces trucs-là, ça m'apparaissait où je me disais alors ça c'est quand même un truc de fou. Comment c'est possible qu'on en arrive là? Et j'ai eu envie de creuser. Et donc, comme j'ai eu envie de creuser, ma focale, elle s'est vraiment aiguisée sur ces choses-là. Donc j'ai commencé à regarder et à regarder quand est-ce qu'il y avait du désalignement d'après moi. J'ai essayé d'ouvrir un max mon intuition là-dessus. Et c'est un peu comme je disais l'autre jour, en fait, là, c'est un peu le coup de la voiture rouge. En fait, si demain je veux m'acheter une Nissan rouge, quand je vais aller sur l'autoroute, je vais me dire, mais c'est incroyable le nombre de Nissan rouges qu'il y a, en fait, alors que la veille, je les aurais pas vus. Mais parce que tout d'un coup, ma focale, dans mon intention, il y a quelque chose qui est né qui fait que ma focale vient de s'ouvrir là-dessus et que du coup, je vois des tas de choses. Et je me suis rendu compte que c'était exactement juste la même chose. En fait, moi, je commençais à avoir de l'aide et des choses qui me tombaient de toutes parts parce que, à un moment donné, j'avais posé des intentions qui étaient relativement claires et que du coup, ça m'ouvrait ma focale. Du coup, je voyais les bonnes personnes, je voyais les bonnes choses, je voyais etc. Et là, je me suis dit, je vois pas ça se faire dans les groupes. Ou quasi jamais, et en tout cas pas de façon éclairée, pas de façon consciente. Et puis un jour, j'ai fait un accompagnement qui m'a vraiment achevé de m'ouvrir là-dessus, où je me suis dit, bon ok, il faut que je design un truc là-dessus et que je le monte en recherche parce que je sens vraiment qu'il y a un truc. J'ai accompagné une radio, où grosso modo, l'histoire c'était une équipe qui voulaient se développer en intelligence collective. Et puis du coup, ils appellent à moi pour que je leur apprenne un petit peu l'intelligence collective pour qu'ils la vivent un petit peu avant d'accueillir du monde et qu'ensuite ils puissent vraiment vivre l'équipe en intelligence collective. Et en arrivant là-bas, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas aligné. Et là, je sentais vraiment l'affection entre eux. Je sentais le respect, je sentais l'amour de leur projet. A priori, tout était là et je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de pas très, très aligné. Et donc, je les ai fait bosser sur leur intention personnelle. Mais vraiment par intuition, sans être complètement sûre, mais de me dire, ok, on va d'abord voir qu'est-ce qui fait que vous êtes là, en fait. Vous, chacun, qu'est-ce qui vous appartient quand vous rentrez dans ce projet? Et là, les réponses, elles ont été assez stupéfiantes. Enfin, stupéfiantes. Ce qui était stupéfiant, c'est que c'était pas visible l'instant d'avant. Et c'était tellement présent l'instant d'après, en fait. Et c'était tellement logique l'instant d'après. Grosso modo, voilà, il y avait certaines personnes qui étaient là pour que la transition, ça aille vite et loin, et qui du coup avaient une certaine systémique dans ce projet, plus ouverte que d'autres, à se dire, ok, c'est bon si les politiques viennent, on peut les interviewer, c'est pas grave si on fait de la pub, etc. Ce qui pouvait créer des tensions chez d'autres personnes de l'équipe qui, elles, étaient là pour aller voir les acteurs sur le terrain. Parce que c'était ça l'intention de cette personne, c'était vraiment, moi je fais de la radio de transition là, parce que ça me donne l'occasion d'aller butiner des tas d'actions sur le territoire et de vérifier qu'elles sont là en fait et que ça pousse, et ça c'est ça mon intention. Et puis un autre, son intention c'était d'avoir une carte de presse. Parce que, et encore une fois, ils travaillaient la même chose au centre. Lui, s'il voulait une carte de presse, il n'avait pas osé l'avouer parce que ça semblait opportuniste en fait. Mais s'il voulait une carte de presse, c'était pour passer à un média qui était plus gros et qui enverrait plus loin ces histoires de transition, etc. Et une fois que c'était éclairé, en fait, on a pu éclairer
ça a éclairé plein d'architectures invisibles de leur groupe en fait. À savoir la première, c'est qu'ils n'osaient pas se le dire, mais ils étaient en tension. Quand l'un voulait faire un déjeuner avec d'autres journalistes, les autres ils disaient je vois pas à quoi ça sert, ils y allaient à reculons. Quand l'autre il voulait aller butiner sur le terrain et sans arrêt et engranger du podcast, engranger des interviews et tout, les autres ils disaient ouais mais en fait ça avance pas. En même temps la radio il faut qu'elle rayonne plus que ça, ça peut pas être que ça, etc. Et du coup ça leur a montré pourquoi est-ce que il pouvait y avoir des tensions. Et surtout, ça leur a montré qu'ils n'en voulaient pas de ces tensions, donc ils n'osaient pas se dire les choses. Donc du coup, les choses n'avançaient pas. Et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'agrandir cette équipe, pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent amener de l'air frais et qui puissent continuer à s'aimer et à faire ce qu'ils faisaient. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quand même plusieurs niveaux d'intention là-dedans, en fait. Il y a vraiment l'intention personnelle qui est là, mais il y a quand même une intention sociale. Le fait de vouloir faire ça, je sais pas, de façon symbiotique, dans l'amour, dans le bien-être de l'autre, ça c'est vraiment une intention sociale quand même, mais ils ont aussi une intention de projet qui est forte, elle est vraiment là en fait. Faire rayonner la transition, être créatif là-dessus, ils ont fait une radio, ensuite ils ont trouvé il y a aussi une intention de projet, je me suis dit là il y a un truc. Et donc je l'ai monté sur la paillasse, c'est-à-dire que j'ai ouvert ma focale là-dessus, j'ai regardé s'il y avait de quoi lire dessus, j'ai pas trouvé grand-chose, donc j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le terrain. Et puis, comme ma focale était ouverte, j'ai regardé et je me suis dit, en fait, je le vois partout, ce truc-là. Je le vois partout. Je vois des intentions sociales, je vois des intentions personnelles, je vois des intentions de projet. Et je vois surtout un truc, c'est que la plupart du temps, on parle que de l'intention de projet. Et même si elle n'est pas nommée comme ça, c'est de ça qu'on parle. La raison d'être. Une fois qu'on aura posé la raison d'être et qu'on saura quel est le projet, en fait, tout va rouler. Et là, je me suis dit, ok, elle est là, la systémique des gens qui font un projet pour se réaliser eux-mêmes, mais qui se retrouvent esclaves d'un projet et qui finalement doivent venir aux réunions, doivent faire des trucs qui leur plaisent pas, alors qu'à la base, ils ont créé un truc pour se réaliser quand même. Et je me suis dit, ok, c'est exactement à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on est acculturé au productivisme, à mettre en forme, etc. Et ça c'est clairement, ça fait partie de l'intention de projet et c'est important, mais tout le voyage social autour est extrêmement important parce que dans au moins la moitié des acteurs des projets arrivent avec une intention sociale qui est forte et c'est ça leur intention personnelle en fait, c'est de vivre quelque chose en groupe, etc. Et même quelqu'un qui vient avec l'intention de projet très forte, il a aussi une intention sociale, il a une vision de la façon de vivre les choses et de danser cette chose-là en fait. Et à la base de tout ça, et surtout, il y a une intention personnelle. Et là, en travaillant ce truc-là, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait d'autres choses, en fait. Et au fur et à mesure que les choses s'éclairent, et encore aujourd'hui, en fait, le paysage s'éclaire avec, en fait. Et là, je me suis rendu compte que je me disais, mais ça suffit pas, il y a encore quelque chose que j'arrive pas à identifier. Qui est là, et qui a l'air d'être un moteur dans les projets et dans les humains qui coopèrent ensemble, et qui appartient pas vraiment à l'intention personnelle de pourquoi je suis là dans ce projet, qui appartient pas forcément à l'intention de projet ni à l'intention sociale, et qui a l'air d'être bien plus grand que ça. Et là, du coup, aujourd'hui, c'est le truc que j'appelle l'étoile. Et je me suis rendu compte que l'intention, en fait, c'était l'opérationnel de quelque chose de plus grand, en fait. C'est-à-dire que l'humain, quand il arrive dans un projet pour servir le projet et concrétiser à un moment donné une intention qu'il a, à plusieurs, il le fait, mais pour servir quelque chose qui est bien plus grand que ce projet-là. C'est-à-dire celui qui arrive dans la radio, il le fait, mais pour servir quelque chose qui est bien plus grand que ce truc-là. Alors on peut se poser la question, c'est peut-être la transition. Mais même ça, je sers la transition, mais parce qu'il y a quelque chose qui est encore bien plus grand que ça, qui me met en mouvement, qui fait que je sers la transition et pas une start-up, par exemple. Et puis bref, en mettant ça sur l'établi, en regardant, ça m'a pris beaucoup de temps de me dire, mais en fait... c'est un peu comme l'étoile du berger, en fait, j'ai l'impression que chacun avance dans un sens dans sa vie, mu par quelque chose, par un espèce de sens profond. Alors, on peut mettre les noms qu'on veut dessus, mais aujourd'hui, j'appelle ça l'étoile, parce que c'est le truc qu'on touchera jamais vraiment, mais c'est quand même ça qui nous donne le là, en fait, ça bip. C'est comme un phare qui bip toute notre vie, et quoi qu'on fasse, qu'on choisisse un boulot, qu'on choisisse un amoureux, qu'on choisisse des loisirs, une façon d'être, une façon une façon d'aimer, enfin, ça a l'air d'être mu par les mêmes valeurs, en fait. Et là, je me suis dit, ok, je vais aller vérifier ce truc-là. Je vais partir du principe que ce sont ces valeurs qui meuvent l'humain dans absolument tout ce qu'il fait. Et en plus que ça ne change pas dans la vie. Et ça, c'est ce que je suis en train de visiter pour l'instant, donc je ne peux pas être complètement sûre que ce soit le cas. Mais j'ai quand même bien l'impression que ça se confirme, qu'effectivement, toutes nos intentions successives, tous les projets successifs qu'on fait sont tournés vers ça. Et c'est des successions de stratégies qui se mettent en place, les unes après les autres, pour avancer et concrétiser ce panel de valeurs qui nous meut dans notre vie. Et ça a éclairé autre chose que je trouve important, et
je crois que j'en suis un peu là aujourd'hui, mais je pense vraiment que le chemin n'est pas fini. Ça m'a éclairé quelque chose chez moi d'abord et que du coup j'ai cherché à observer pour voir si c'était que chez moi ou si c'était ailleurs. Moi j'ai eu une vie où j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu d'abord une galerie d'art, ensuite j'ai eu ma boîte à moi, et puis ensuite maintenant je suis dans l'intelligence collective et c'est à chaque fois des choses différentes en fait, et qui sont vraiment radicalement différentes. Enfin en tout cas sociétalement, sur le plan sociétal. Et moi je me suis tout le temps dit, et même surtout quand je revenais justement de ce cramage de cerveau, je me suis dit, mais je peux rien faire d'autre que ce que je faisais avant, en fait, parce que je sais rien faire. Et ça, c'est un truc qui me quittait jamais, où je me disais, ben ouais, tout ce que je sais faire, je sais peut-être bien le faire, j'ai pas mal d'intuition, mais à quoi ça sert dans la société? Je suis créative, mais à quoi ça peut bien servir? Enfin, voilà, etc. Et j'avais cette espèce de croyance, et je pense qu'on me l'a pas mal renvoyée aussi, de quelqu'un qui est assez éparpillé, qui un jour fait ça à fond, et parce qu'à chaque fois que j'ai fait les trucs, j'étais passionnée. Hein. La galerie, ça m'a passionnée de fou. Ma boîte, ça m'a passionnée de fou. Les deux, jusqu'au moment où ça m'a plus passionnée du tout, j'ai commencé à m'ennuyer sévère, et même et plus à être alignée avec moi-même, en fait. Et je me disais, mais je suis vraiment inconstante comme meuf, c'est un truc de fou. Et là, une fois que j'ai réussi à éclairer le fait qu'en fait, il y a des valeurs et qu'en fait, on est en route vers ça, forcément, je me suis demandé quelles étaient les miennes, etc., etc. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout ce que j'avais fait dans ma vie, mais même petite fille, ma façon de jouer, de me chercher mes copains, d'aller faire des groupes pour faire des cabanes et tout, c'était mu par les mêmes valeurs, en fait, par ces valeurs que j'essayais d'identifier dans ma propre étoile. Et là, je me suis dit, super, en fait, là, il y a un truc à aller regarder, en fait, parce que si c'est le cas, donc si on peut être congruent, c'est un marqueur de congruence, en fait. Changer de boulot, c'est un peu comme se dire je marche vers mon étoile, je rencontre un fleuve, alors oui peut-être que je vais devoir faire un détour et ce sera pas si mon étoile elle est au nord, ben je vais peut-être devoir marcher à l'ouest pendant un temps pour pouvoir retrouver mon sens vers l'étoile. Je vais devoir changer de stratégie. Je rencontre un fleuve, il faudra peut-être que je construise un bateau et que finalement une vie c'est ça en fait. Et je vais avoir une succession de peut-être de galères, peut-être d'opportunités, peut-être de rencontres dans ma vie et elles vont s'agencer dans des nouvelles stratégies. Parce que parfois, je marchais à pied, j'étais très bien, et je rencontre ce fleuve, il va me falloir une nouvelle stratégie pour marcher vers mon étoile. Peut-être que tout d'un coup, le bateau, ça va devenir ma passion, en fait. Mais parce que c'est ça, le meilleur moyen de continuer à marcher vers mon étoile. Et finalement, changer de boulot et changer d'amour, je veux dire d'amour d'intérêt, c'est peut-être pas être papillonnant, c'est peut-être au contraire être extrêmement congruent, en fait. Et là, ça m'a amené à autre chose que je suis en train de visiter et encore de chercher en ce moment. Je pense que la source du burn-out peut être là-dedans, en fait. Je suis même quasiment convaincue qu'il y a, alors peut-être pas toute la source, mais qu'il y a des gros leviers là-dedans, en fait. À ne plus être en congruence avec ça, c'est-à-dire à un moment donné de rentrer dans un projet ou de choisir un boulot qui est la bonne stratégie à ce moment-là, peut-être parce qu'on a 20 ans et qu'à 20 ans c'est la bonne stratégie, et puis les années passent, et puis le paysage change, il y a des fleuves qui arrivent, il y a des montagnes qui se décident, il y a des arbres qui sont là, il y a des tempêtes dans la vie, et tout d'un coup c'est plus la bonne stratégie en fait, et c'est plus l'endroit où je peux marcher vers mon étoile, et ce truc qui a priori me faisait marcher vers mon étoile m'a sclérosé à un endroit en fait, et je suis plus en chemin. Et je ne peux plus être en chemin à partir de là. Et moi, je pense que ça, c'est une grosse dissonance cognitive et que c'est à ce moment-là que potentiellement l'intention peut jouer son rôle parce que si je suis au clair avec mon intention, si je suis au clair avec ce que je poursuis, je vais bien me rendre compte à ce moment-là que ça ne me sert plus en fait. Ce truc-là, je ne sais pas, mon bâton de pèlerin qui me servait vachement bien sur le chemin avant, dans l'eau, il m'emmerde en fait. Il ne m'aide pas en fait, il me tire plutôt au fond, j'arrive pas à nager avec mon bâton. Oui, mais parce que la stratégie au service de mon étoile, elle doit changer à ce moment-là, en fait. Et du coup, pour moi, c'est une espèce de grosse congruence, tout ça. C'est parce que j'ai pu visiter ça moi-même, en fait, que ma vie d'avant, je ne pouvais plus récupérer les trucs qui m'encombraient. Je n'ai pas eu envie de refaire le boulot d'avant, en fait. J'ai pu me poser la question de mon intention, etc. Bref, tout ça, en fait, ça m'a éclairé des choses sur moi que j'ai eu envie d'éclairer dans les systémiques, puisque j'en ai vu une chez moi. Et que la systémique, ça me plaît pas mal. Et que, en fait, les systémiques, plus je les éclaire, plus je me rends compte qu'elles éclairent encore plus profond, en fait. À chaque fois, il y a autre chose qui apparaît, en fait. Dès qu'il y a une pièce qui s'allume, je vois la pièce qui est après, en fait. Et ça, c'est très, très excitant.
Et forcément, ça donne envie de le transmettre, en fait. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie de le transmettre. Et de laisser des phéromones partout, quoi, pour dire, tiens, si tu passes par là, voilà ce que moi j'ai vécu, qui peut-être peut t'aider. Voilà le témoignage de ce que j'ai vécu, qui peut-être pourra t'aider, toi, à cet endroit-là. Voilà. Ce serait quoi ton rêve, du coup? Ce qui a poussé chez moi, c'est l'organique, en fait. C'est l'amour de l'organique, c'est d'être présente à ce qui est là, autant que possible. Et de pousser à partir du sol, en fait. Et j'en sais rien, moi, de ce qu'il y a 6 pas plus loin, en fait. Donc je pousse à partir du sol qui est là. Alors bien sûr que je tends vers mon étoile, mais je fais en fonction du paysage, en fait. Donc je sais pas si je me suis donné une mission, si ce n'est que de me sentir... Enfin si, je me suis donné en fait un cadre, c'est peut-être pas une mission, mais un cadre. Je me suis promis de plus jamais œuvrer ailleurs que dans ma zone d'enthousiasme. Et les deux mots sont importants. Je veux plus jamais travailler, je veux œuvrer en fait. C'est à partir de là que je veux faire ma part en fait. Parce que là, j'ai la sensation de faire ça, de faire une œuvre, de faire œuvre. Quand je travaille à ça, quand je transmets, quand je vois que ça fait du bien et que c'est au bon endroit, je me sens utile, je sens que c'est utile et c'est une œuvre que je fais en fait. Et c'est pas un travail. Je sais pas pour aller acheter mon écran plat ou alors bien sûr je schématise un petit peu, mais en tout cas la Claire d'avant c'est ça qu'elle faisait en fait. Elle travaillait parce qu'elle voulait sa maison, parce qu'elle voulait sa sécurité, etc. Aujourd'hui c'est plus ça en fait. Moi j'œuvre parce que j'ai envie d'apporter ma goutte, parce que c'est ce monde-là que je veux pour mon enfant. Enfin voilà. Et la zone d'enthousiasme parce que je me rends compte que c'est ça c'est ça que j'ai envie de vivre en fait. Je veux plus jamais me retrouver enfermée dans ma boîte comme ça a été le cas avant en fait, où je restais là en me disant que je sais rien faire d'autre et je veux plus œuvrer à partir de ces croyances là en fait. Là où tout a cramé dans ma tête et dans ma maison et tout ça. Enfin voilà, je pense que c'est pas trop un hasard non plus. J'étais pas du tout à ma place et je m'y accrochais. Je m'accrochais aux branches en fait. Donc voilà. Donc moi je sais pas si je me suis donné une mission. En tout cas je me suis donné une règle de conduite. Et j'espère bien que je la perdrai pas de vue en fait. Merci pour ton témoignage. Merci à toi aussi. Ça fait du bien de se raconter.